19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Consolider le partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne, c'est dans cette perspective que le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, effectue une visite en Algérie. Josep Borrell a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Élection ce soir en Tunisie du nouveau président du Parlement après 20 mois de suspension. Brahim Bouderbala et Abdessalem Dahmani se disputent le siège de président au second tour. Ramzan Kadyrov s'entretient à Moscou avec Vladimir Poutine. Le président tchétchène réaffirme le plein soutien de son pays et de son armée à la Russie, affirmant que les troupes tchétchènes présentes en Ukraine se battront jusqu'à la victoire. Et dans sa première conférence de presse en tant que Premier ministre chinois, Li Qiang fustige la répression américaine visant son pays et reconnaît la difficulté pour la Chine d'atteindre cette année son objectif de croissance. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. C'est donc dans la perspective de consolider le partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne que le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, effectue une visite de 2 jours en Algérie. Josep Borrell qui a été reçu ce lundi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il s'est justement exprimé au sortir de cette audience, notamment à propos de ce partenariat algéro-européen. Nous avons un partenariat qui fonctionne bien. 90% des exportations de gaz algériens partent vers l'Europe. Et nous savons que nous pouvons compter sur l'Algérie, qui est un partenaire fiable. Il l'a été dans des moments difficiles. Et nous souhaitons développer cette relation ensemble avec l'Algérie, pas seulement pour le présent, pas seulement pour le gaz aujourd'hui, mais en regardant vers le futur, en privilégiant les investissements européens dans le secteur des énergies renouvelables. C'est le futur. Et ce futur-là, pour l'Algérie, est très prometteur. Et lors de cette audience, le président Tebboune et Josep Borrell ont également évoqué la situation sécuritaire et la lutte antiterroriste. Vous avez une longue histoire dans la lutte contre le terrorisme. Et nous voulons développer une vision globale et stratégique de ces menaces, vieilles et nouvelles, coordonner et soutenir mutuellement des actions sécuritaires et joindre nos efforts pour renforcer la stabilité de notre environnement et voisinage commun. Nous avons convenu de relancer notre dialogue de haut niveau en matière de sécurité. Et les premières réunions vont se tenir avant de la fin de l'année. Ceci prouve que pour nous, l'Algérie est un partenaire de confiance et un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme dans notre voisinage commun. Enfin, les deux parties sont revenus sur un dossier important, celui de la restitution des avoirs mal acquis et le transfert illicite des devises. La lutte contre la corruption et contre le blanchiment d'argent constitue également une priorité importante tant pour l'Union européenne que pour l'Algérie. Nous avons échangé sur ce sujet et sur les questions de la restitution des avoirs mal acquis et des transferts financiers illicites, et je suis absolument convaincu de la nécessité de renforcer notre coopération dans ces domaines. La volonté du gouvernement algérien de travailler sur les avoirs mal acquis, c'est quelque chose qui aura la coopération de l'Union européenne. Nous le disions en titre, le Parlement tunisien issu des élections législatives anticipées du 17 décembre 2022 et du 29 janvier 2023 a tenu sa première séance plénière ce lundi, presque 2 ans après sa suspension. Et l'on attend d'un instant à l'autre le nom du nouveau président de cette Assemblée nationale. Ce sera à l'issue donc du second tour, un second tour qui oppose donc Brahim Bouabdallah et Abdessalem Dahmani. À noter également que 8 candidats étaient en lice pour diriger l'hémicycle tunisien.
Pendant ce temps, en Mauritanie, le Parlement est dissous. Le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a publié un décret ce lundi ordonnant justement une dissolution en vue de la tenue d'élections législatives et locales prévues le 13 mai prochain. Le 22 février dernier, le Conseil des ministres avait déjà convoqué le collège électoral le 13 mai prochain pour des élections régionales et municipales. Dans la question du Sahara occidental, l'avocat du Front Polisario devant les juridictions de l'Union européenne, Gilles Devers, a affirmé que le peuple sahraoui devait exercer son droit à l'autodétermination, ajoutant que le Maroc finançait son économie de guerre à travers les contrats passés avec l'Union européenne. C'était dans une tribune publiée dans le journal français Le Monde sous le titre « Le peuple sahraoui doit exercer son droit à disposer de sa terre du Sahara occidental ». Et on s'intéresse également dans ce journal à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU annonce une évaluation de la mission de maintien de la paix dans l'est du pays, la région qui subit régulièrement, vous le savez, les offensives des rebelles du M23. Nous sommes là pour voir... Il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi. Et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Je voudrais redire que le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'organe principal de l'ONU en charge du maintien de la paix internationale. Ces outils pour maintenir la paix internationale sont la négociation, le dialogue, mais aussi les sanctions. Les présidents iraniens Ebrahim Raïssi et biélorusse Alexandre Loukachenko ont affirmé ce lundi leur volonté de renforcer les liens entre les deux pays au cours d'une rencontre à Téhéran dans le contexte de la guerre en Ukraine. Arrivé dimanche soir en Iran pour une visite de 2 jours, le président biélorusse s'est entretenu dans la matinée avec son homologue iranien avant de signer une feuille de route pour développer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines politiques, économiques ou encore culturels. Nous avons des relations diplomatiques depuis 30 ans, mais récemment nous avons renforcé cette relation et notre partenariat économique est plus fort que jamais. La République islamique d'Iran, malgré les menaces et les sanctions, a pu faire des pas en avant significatifs et s'est créé des opportunités grâce aux sanctions. Le président iranien et moi sommes unis dans l'opinion que les sanctions nous donnent le temps d'explorer de nouvelles opportunités. Il est très important pour nous de ne pas perdre cette opportunité. Cela me rend heureux de savoir que nous avons une approche similaire sur de nombreuses questions de l'agenda international. Plus important encore, les deux pays sont attachés à l'idée de construire un monde juste et multipolaire. Et pendant ce temps, le président tchétchène Ramzan Kadyrov est à Moscou. Il s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine. Kadyrov a réaffirmé le plein soutien de son pays et de son armée à la Russie, affirmant que les troupes tchétchènes présentes en Ukraine se battront jusqu'à la victoire. Regardez. Dans le domaine de l'opération spéciale, les combattants tchétchènes s'acquittent avec succès de leurs fonctions, remplissent tous vos ordres et sont déterminés à se battre jusqu'à la victoire. Ceux qui vivent dans la République tchétchène soutiennent pleinement l'opération spéciale et estiment qu'il est vital que ces objectifs soient atteints. Je vois comment vos gars se battent dans l'opération militaire spéciale. Envoyez-leur mes meilleurs vœux. Merci beaucoup à eux.
Ce conflit russo-ukrainien, on en parle justement avec la bataille autour du contrôle du centre-ville de Bakhmout qui fait rage, épicentre des combats dans la partie orientale de l'Ukraine. La ville est théâtre d'une confrontation de très haute intensité. Les détails, Sofiane Baroudi. Une bataille d'une rare intensité a lieu autour du contrôle du centre de Bakhmout. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes a exprimé que des combats d'une très grande violence y avaient lieu. L'assaut russe, sur plusieurs directions, se concentre sur le centre-ville. Le groupe paramilitaire Wagner est en première ligne pour les opérations, avec pour objectif d'atteindre l'encerclement opérationnel et de briser les lignes de défense ukrainiennes dans ce secteur. Les conditions climatiques ou Rasputitsa compliquent la donne au niveau logistique, ce qui risque de transformer la forteresse en chaudron et de rendre les évacuations très difficiles. Yevgeny Prigojine, patron de Wagner, a déclaré que plus ces hommes se rapprochaient du centre-ville et plus les combats devenaient durs. L'une des spécificités du conflit de haute intensité ayant cours en Ukraine est la conjugaison de la guerre conventionnelle et non conventionnelle, principalement via l'utilisation de formations militaires irrégulières, telles Wagner du côté russe ou encore le bataillon d'Azov Aïdar et la société privée Mozart côté ukrainien. L'utilisation concentrée de drones de différents types bouleverse aussi les règles et introduit une nouvelle donne dans ce qui est qualifié par certains observateurs de technoguérilla. Certaines sources indiquent que les forces armées ukrainiennes concentrent des forces importantes dans la région de Tchassov-Yar, dans la perspective d'opérer des frappes sur le flanc des assaillants afin de débloquer Bakhmout en cours d'encerclement. Les chars lourds Léopard 2 pourraient faire leur entrée sur le théâtre des opérations dans ce secteur particulièrement au cœur de l'épreuve de feu. Plusieurs observateurs indiquent que le général Zaloujny, chef d'état-major ukrainien, a opté pour une tentative de contre-offensive dans cette zone. À ce propos, les frappes ukrainiennes continuent sur Donetsk et Volnovakha, à coups de lance-roquettes multiples de type HIMARS, pendant que l'offensive russe sur Golubovka et Minkovka, à 20 km au nord d'Artyomovsk, suit encore son cours, avec des batailles actives sur plusieurs axes. Le Donbass demeure toujours au cœur des prétentions stratégiques et des manœuvres opérationnelles, dans un conflit de très haute intensité, qui n'en finit pas de faire monter la pression sur le vieux continent. La Chine et les États-Unis doivent et peuvent coopérer. Un appel lancé ce lundi par le nouveau Premier ministre chinois Li Qiang. Lors de sa première conférence de presse depuis sa nomination, il a dénoncé donc l'encerclement et la répression de son pays par Washington. Et le Premier ministre chinois a par ailleurs averti qu'il serait difficile pour son pays d'atteindre cette année son objectif de croissance d'environ 5%, déjà l'un des plus faibles depuis des décennies. Le but ultime du travail du parti du gouvernement est d'améliorer le bien-être du peuple. Comme l'a souligné le secrétaire général Xi Jinping, l'aspiration du peuple à une vie meilleure est notre objectif. Nous garderons toujours à l'esprit que c'est un gouvernement populaire et nous ferons des efforts solides sur chaque élément de travail concernant les moyens de subsistance du peuple. Le président Xi Jinping, de son côté, prévoit de se rendre en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine dès la semaine prochaine. Et ce serait donc plus tôt que ce qui était initialement prévu. Ce projet de visite intervient après que la Chine ait proposé de négocier un accord de paix pour l'Ukraine, une initiative accueillie avec scepticisme par l'Occident compte tenu du soutien diplomatique de la Chine à la Russie. Dans l'actualité également, la Corée du Nord et les États-Unis ont débuté ce lundi leur plus importante manœuvre militaire conjointe en 5 années. Les exercices Freedom Shield dureront au moins 10 jours et seront axés sur l'évolution de l'environnement de sécurité. Ces exercices suscitent la colère de Pyongyang. Hier, la Corée du Nord a lancé 2 missiles croisières depuis un sous-marin. À propos des États-Unis, impactés par la chute de la Silicon Valley Bank, les banques européennes ont enregistré une baisse importante sur les places boursières. C'est le monde de la finance mondiale qui risque de s'écrouler, selon Mohamed Ali Benchab. Le stress gagne les marchés de finances. La chute brutale de la Silicon Valley Bank a sévèrement impacté le secteur bancaire mondial. L'effondrement de la banque américaine a bouleversé les bourses européennes qui entament la semaine en baisse. Les indicateurs directeurs sont au rouge. Après l'annonce de mesures exceptionnelles des marchés américains, les banques du vieux continent se fragilisent, celles de l'Asie résistent.
À la suite de la faillite de la plus importante institution financière américaine, le président américain s'est montré rassurant. Les Américains peuvent avoir confiance dans leur système bancaire qui est solide. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin. Les petites entreprises à travers le pays qui ont des dépôts dans ces banques peuvent respirer plus facilement, sachant qu'elles pourront payer leurs employés et leurs factures. L'administration de Joe Biden assure que les contribuables américains n'auront pas à payer pour les pertes. Elles seront plutôt prises en charge par un fonds d'assurance et les dirigeants seront tenus pour responsables. Quant aux investisseurs qui avaient des actions et des obligations dans les banques, ils ne seront pas protégés. Et un mot de sport avant de clore cette édition, le fameux Classico espagnol pourrait se jouer pour la première fois en dehors d'une pelouse. Zoom dans ce 19h sur le scandale de corruption qui éclabousse le FC Barcelone et ses anciens dirigeants. Le Real Madrid a affirmé qu'il demanderait à faire partie de la procédure d'investigation en tant que partie lésée. L'éclairage, Salah Faisal. L'affaire Negreira ou le scandale qui ébranle la maison catalane. Des informations sur cette affaire qui continue à faire jaser. Le Barça est entre le marteau et l'enclume, entre l'action de la justice espagnole et la réaction de la société civile. Negreira sera-t-il le point noir de l'histoire d'un club qui a fait tant rêver des millions de supporters? Rien n'est encore sûr et rien n'est prouvé pour l'heure. Vendredi dernier, le parquet de Barcelone a déposé plainte au tribunal d'instruction numéro 1 de la même ville, dans lequel il accuse les anciens présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell de corruption dans les entreprises sous forme de fraude sportive. Le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à l'arbitre Negreira afin d'avantager le FC Barcelone et altérer son jugement sur le terrain, même si les deux parties concernées en niaient. Selon la justice espagnole, ces paiements ont commencé en 2001 et pris fin quand Negreira a perdu son poste de numéro 2 de l'arbitrage espagnol en 2018. Le quotidien espagnol Sport a publié le 13 mars un article selon lequel le trésor espagnol soupçonnait l'ancien vice-président du comité technique des arbitres d'avoir retiré plus d'1 demi-million d'euros pour les utiliser pour des paiements à des tiers sans laisser de traces. Le bureau du procureur demande que Luis Enrique et Valverde témoignent dans l'affaire Negreira. À une semaine du Classico, le Real se mêle à l'affaire. De l'huile sur le feu. Le conseil d'administration du Real Madrid a déclaré qu'il se portera partie civile dans la procédure dès que le juge ouvrira l'affaire aux parties lésées. Le président actuel du Barça n'a pas pris beaucoup de temps avant de réagir. Sur Twitter, Juan Laporta se voulait rassurant pour les milliers du socios. Avant que la justice tranche, l'affaire Negreira a écorché l'image du FC Barcelone. Les hommes de Xavi ont été agacés à Saint-Mamès, à Bilbao, où des faux billets avec le bouclier de Barcelone, le symbole du dollar et le mot mafia avec la photo de Laporta ont été jetés à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Un environnement qui a agacé l'entraîneur blaugrana. Eh bien, je respecte Saint-Mamès. J'ai été un peu surpris de l'environnement hostile ici contre Barcelone. Ça me rend un peu triste. Ils nous ont toujours très bien traités ici, donc je suis un peu triste. Je ne pense pas que ce soit bien pour la société espagnole. De Bilbao à Séville, le scénario était le même. Des chants résonnés et des banderoles brandis lors du match face à Almeria. À Valence, au stade Mestalla, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a donné son avis. Ce sont des problèmes qui doivent être résolus par les personnes qui doivent les résoudre. Nous espérons qu'ils seront résolus afin que nous puissions tous les comprendre et que toutes les équipes puissent jouer avec les mêmes outils. Le Barça jouera dimanche au Nou Camp face à son éternel rival, le Real Madrid, dans une atmosphère qui promet. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. À demain.